donc on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la première table ronde qui est intitulée comme suit « Repenser la relation humain-animal, comment intégrer la non-violence dans notre relation aux animaux ». Et pour animer cette table ronde, nous avons donc Madame le doyen de l'UFR de droit, Anne Fauchon. Donc, je te laisse la parole et tu vas présenter toi-même, je pense, les différents intervenants qui vont pouvoir venir du coup à la table ronde. Merci à tous. Merci. Je propose aux intervenants de cette matinée de me rejoindre. Je vais prendre la place du maître. Samuel. Rejoindre, je vais vous donner vos noms. Il y a Madame Astrid Billot, par ordre de présentation, Monsieur Dominique Hoffbauer, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, Madame Lamia Essemlali et Madame la notrice, Madame Jacqueline Becker. Alors, la première, donc, le thème de cette première table ronde, c'est donc comment intégrer la non-violence dans notre relation aux animaux, puisque bien sûr aujourd'hui on va repenser cette relation humain-animal. Donc la première à parler c'est Madame Astrid Guillaume. Madame Astrid Guillaume est sémioticienne, j'ai réussi à le prononcer sans faire de faute, je ne sais pas pourquoi ce mot-là me pose toujours un problème, à Sorbonne Université. Elle travaille sur les transferts du sens verbal et non verbal. Elle s'intéresse aux cultures humaines et non humaines et à leurs interactions. Elle est coprésidente par ailleurs fondatrice de la Société française de zoosémiotique qui réunit des chercheurs autour des différentes formes de langage des animaux. Madame Guillaume, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce colloque très intéressant. Et plus particulièrement Mélanie David, qui nous a réunis. Donc, comme vous le voyez, moi je vais vous parler donc de zoosémiotique et de mots, puisque je suis linguiste. Je suis linguiste donc en sciences du langage, et nous allons voir que justement les sciences du langage ont un petit peu mis de côté l'animal, et ce depuis les définitions qui ont été données au XXe siècle, qui ne concernaient que l'humain. L'animal, il est aussi bien humain que non humain, et les définitions des linguistes qui concernent le langage ne concernent finalement que l'humain. Donc ça nous a donné l'idée, avec une équipe de plusieurs spécialistes, un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs, de repenser la zoosémiotique, de repenser la sémiotique. Alors pour rappel, si vous n'êtes pas spécialiste, la sémiotique c'est la science des signes, et donc la science des signes pouvait s'appliquer justement à l'animal, ce qui devient la zoosémiotique. La zoosémiotique intègre ce que vous disiez tout à l'heure, la zoolinguistique, c'est-à-dire l'intégration dans le langage de tout ce qui est la manière dont on va parler des animaux, sur les animaux, voire avec les animaux en interspécifique ou en intraspécifique. Donc la Société française de zoosémiotique est née cette année et elle réunit pas mal de chercheurs un petit peu dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tout simplement parce que, comme je le disais, la linguistique s'est fermée, et plus particulièrement les SHS, pour ne pas le nier, à l'animal en tant qu'être pensant, puisque l'animal dans les humanités, comme les humanités portent très bien leur nom, s'intéressait principalement à l'humain et ne s'intéressait pas à l'animal en tant qu'être vivant. Ça relève plus des sciences du vivant. Et ce qui a eu pour conséquence d'étudier l'animal soit comme motif littéraire, soit comme présence dans l'histoire de l'art, dans des thèses en littérature comparée, mais pas en tant qu'animal s'exprimant, parlant, pensant, rêvant. Ça relevait plutôt de l'éthologie. Pourtant, il y a des signes émis qui relèvent bien de la zoosémiotique, voire de la zoolinguistique, comme nous le verrons. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de violence ou de non-violence. Donc, je vais me centrer sur la question de la non-violence et de comment, par rapport à l'humain et par rapport à l'animal, on est violent ou non. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la violence? Alors, la violence, c'est majoritairement soit un trop-plein de mots ou un surplus de mots. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les psychiatres ont très bien étudié cela.
on explose verbalement d'abord, et là je vous ai montré un petit extrait de Tintin qui est très connu, avec le capitaine Haddock qui est très fort en insultes. Il explose d'un point de vue verbal, il cumule les insultes, et puis d'un seul coup il projette quelque chose qu'il va faire. Je vais te jeter par-dessus bord. Donc il commence par misérable, analphabète, crétin des Alpes, puis je vais te jeter par-dessus bord. Donc on passe du dire au faire. Et effectivement, si ça ne s'arrête pas, il va effectivement le faire passer par-dessus bord, le pauvre professeur Tournesol. Donc on est dans un trop-plein de mots, puis plus rien. C'est-à-dire qu'on s'arrête. Donc c'est, comme le disait le poète Gilles Vigneault, qui est canadien, la violence c'est un manque de vocabulaire. Dès que vous n'avez plus les mots, il y a une halte, puis vous allez passer à l'action, et l'action va être violente. Donc la violence, elle va être de différentes formes, c'est-à-dire d'un seul coup, l'absence de mots qui génère une violence, c'est, si vous voyez le petit dessin qui est sur la gauche, c'est ce que l'on affiche dans les écoles pour éduquer les enfants à ne pas être violents. Alors ces images sont très intéressantes parce qu'effectivement, qu'est-ce que la violence? Vous voyez que ce ne sont que des gestes. C'est démolir, tirer, se battre, arracher, casser, griffer, cracher, pincer, mordre. Donc c'est de l'action. Donc on passe du verbal dire au faire, et le faire est extrêmement violent évidemment. Donc pour moi, linguiste, ce qui m'intéresse, ce sont les mots, et quels sont les mots que nous utilisons par rapport à l'humain et par rapport à l'animal qui vont générer ou non une violence. Donc j'ai divisé mon approche en 8 points. Ça fait déjà quelque temps que je réfléchis à la question. Donc les mots de la violence ou de la non-violence animale, d'abord il y a les insultes animalières, vous allez voir, c'est tout ce qui est vraiment inscrit dans nos mémoires en sémiotique des cultures, des expressions qui datent majoritairement du Moyen-Âge d'ailleurs, des expressions à bannir, des mots mal employés, et vous en avez utilisé quelques-uns, je suis désolée tous les trois tout à l'heure en introduisant, je vais vous remettre en question, c'est le but du jeu je pense. Des mots qui masquent la réalité, c'est ce que j'appelle des mots masques, et des mots polysémiques et ambigus qui génèrent ces 5 points, énormément de violence explicite ou implicite. Le propre de la sémiotique, c'est d'étudier aussi le non-verbal et les associations d'idées, et vous verrez qu'on a beaucoup d'associations d'idées sur certains points. Et puis des expressions qui sont à accepter, parce qu'elles posent encore problème, et vous verrez pourquoi. Des définitions à revoir, nous verrons lesquelles. Et puis des mots à inventer. Je travaille en néologisme, sur les néologismes, les zoonéologismes, et on verra ce qu'il faut effectivement réinventer. Alors j'ai mis les 3 singes, ne rien voir, ne rien dire, ne pas parler, qui sont symboles du bonheur soi-disant, mais dans certains cas c'est plutôt signe de souffrance, de mal-être, on verra dans quel contexte. Alors les insultes animalières et autres noms d'oiseaux, c'est des choses qui, comme vous l'avez remarqué, comme, le mot comme est un vrai souci. Être traité comme un animal, le comme, c'est ce que je vais revoir tout à l'heure dans les expressions. Vous allez tous crever comme des chacals, c'est la brebis galeuse du service, quelle bécasse tu fais, t'es qu'un oiseau de malheur, vieille chouette, des vraies hyènes, ces gars-là. Et bien sûr, le bien connu sale porc, sale chienne, grosse vache, morue, sale putois, t'es qu'un thon, j'en passe, et des bien pires. Tout ça, bien sûr, vous allez dire, mais on sait bien que ce ne sont pas des animaux, mais malgré tout, implicitement, ça entre dans les mémoires, ça entre dans les pratiques, et bien finalement, on déprécie l'animal ce faisant. Des expressions à bannir, c'est bête comme, ou comme. Rien que le mot comme suivi d'un animal comme une bête, où on a été traité comme un animal, où ils l'ont traité comme un animal, ne devrait plus être. Donc, ou même le mot bête, j'y reviendrai, n'est plus approprié puisqu'il y a confusion, on en reparlera. Donc il y a bien sûr, t'étais-tu vraiment comme une mule, beau tour de cochon, quel caractère de cochon, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Chat à fouetter, ça entre aussi dans les mémoires. On a eu beaucoup de problèmes dans la société avec des chats qui étaient jetés par les fenêtres, ou bien quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, noyer son chien. Ce sont des expressions qui sont profondément ancrées et qui deviennent finalement monnaie courante, et il n'y a pas de raison qu'on associe ces termes-là. Dans les expressions, il y a des expressions qui sont flatteuses. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas les garder? Mais les expressions qui sont extrêmement péjoratives peuvent faire mal, en tout cas elles peuvent générer la souffrance. Alors moi je reviens aussi sur le terme moralisation,
et morale. Pour moi, ce sont des termes qui sont extrêmement médiévaux. On parle de morale médiévale, on parle de morale chrétienne. Dernièrement, j'intervenais sur France Culture avec une philosophe qui disait « Oui, vous savez, les moralisateurs, ils sont extrêmement austères. » Eh ben non, je regrette. Moi, je parle plutôt d'éthique dans ce cas-là, voire de déontologie dans le domaine professionnel, ce qui fait que c'est nettement moins, on va dire, puritain. Puisque associer moralisation au puritanisme pose problème chez certains. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous. Je dis que chez certains, c'est tout de suite quelque chose d'extrêmement austère, d'extrêmement rugueux, et du coup, ça nuit à tous les travaux que nous pouvons faire, qui sont effectivement moralisants, mais qui souffrent de l'histoire, qui a été surtout la morale médiévale, qui n'était pas particulièrement sympathique, il faut bien le reconnaître. Alors, éthique, d'un point de vue étymologique, ça vient du grec ethos, qui veut dire meurt, c'est strictement le même sens que le terme moral en latin. Le seul problème, ce sont les associations d'idées, d'histoires que nous faisons implicitement. L'éthique actuellement est très utilisée dans la société et la déontologie dans le domaine professionnel, alors que la morale reste quand même assez religieuse. C'est le problème. Alors, je cite là un ouvrage qui est le règlement professionnel et déontologie de Lejeune et Emmerich. Donc l'éthique, là, c'est un ensemble de prescriptions liées à une conduite propre, à une société ou à un groupe. Donc en fait, on est plus dans l'éthique quand on parle de morale, en tout cas pour l'animal. Bon, je représente la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences au passage, et c'est pour ça aussi que je dis cela. Mais, enfin, attention aux associations d'idées, bien sûr. Ensuite, nous avons les mots masques, ou les mots qui masquent la réalité. Alors, je viens d'écrire, enfin, j'ai écrit un article en 2016, et qui est hélas toujours d'actualité, qui s'appelle « Souffrance animale dans les abattoirs, le poids des mots et des non-dits pour The Conversation ». Et là, dans les abattoirs, eh bien, effectivement, il n'y a que non-dit, que non-voir, que non-savoir. Et ça, c'est un réel problème, puisque tout est dissimulé. Alors, on découvre ce qui se passe dans les abattoirs, mais tout simplement parce que les abattoirs, comme le disait un intellectuel bien connu, s'il y avait du verre autour des abattoirs, plus personne ne mangerait de viande. Déjà, rien que le mot viande pose problème, puisque vous savez que la viande, qu'est-ce que c'est si ce n'est du cadavre? Donc, on change les mots, on appelle la viande, entre guillemets, enfin, le cadavre de l'animal, steak, épaule, jarret, cuisse, gigot, jambon, saucisse, nuggets, morceaux d'œufs, tout simplement pour désémantiser, pour déconscientiser le consommateur. Alors, bien sûr, on va trouver du saucisson pur porc, hein, mais majoritairement, les morceaux d'œufs, ils sont quand même appelés autrement, évidemment. Essayez de faire manger un morceau de lapin à un enfant, s'il a joué avec le lapin, sincèrement, il aura beaucoup de mal. Donc, on associe aussi le mot bien-être à abattoir. Moi, je ne vois sincèrement pas comment on peut associer ces deux mots. Dans les abattoirs, il n'y a aucun bien-être possible. Aucun. Donc, il y a des associations de mots qui sont quand même assez malheureuses. Ensuite, il y a des mots qui sont polysémiques ou ambigus dans la langue française. En particulier, le mot « humain ». Le mot « humain » est soit une qualité, soit une espèce. Alors on va dire, mais il a un caractère, un comportement très humain, ou il n'est pas très humain. Donc l'inverse de ce qui n'est pas très humain va forcément être animal, sauvage, monstrueux. Alors là, on associe le mot « humain » en tant qu'espèce humaine à la qualité humaine, qui veut dire être bon, finalement. Donc là encore, association d'idées avec confusion possible sur le mot humain. Relation homme-animal, moi je dis relation humain-animal, parce qu'il y a une prédominance du terme homme. Alors la jante masculine est forcément très sympathique, mais quand même, elle nie la jante féminine, et donc humain-animal me paraît beaucoup plus approprié. Le mot bête est à bannir, parce que le mot bête, c'est l'adjectif bête qui veut dire idiot, et il serait peut-être préférable de dire tout simplement animal, qui est au contraire beaucoup plus valorisant. C'est l'anima, c'est l'âme, c'est le vivant. Alors que bête, on va tout de suite penser que c'est un idiot. Les bêtes, elles sont bêtes, et donc ça pose problème. Quand on parle d'animalité, mais il s'est comporté vraiment de manière animale, on devrait plutôt dire monstrueuse. Hein, c'est un monstre, c'est pas l'animal. Il y a certains humains qui font des actes monstrueux, ce ne sont pas des actes que des animaux seraient en mesure de faire. Des serial killers, ou j'en passe, des violeurs, etc. Donc ces monstrueux, ce sont des monstres, ce ne sont pas des animaux. Ils ne se sont pas comportés comme des animaux, mais comme des monstres.
L'humanisme, j'y reviendrai, pour moi, doit être dépassé vers l'humanimalisme qui interconnecte l'intelligence animale et humaine. Et puis, morale et éthique, je n'y reviens pas, et sensibilité qui devrait devenir non plus sensibilité, qui est trop réducteur et qui pose des problèmes à la traduction de l'anglais vers les autres langues, mais plutôt la sentience, sur lequel je reviendrai. C'est un mot, à mon sens, qui est très important, qui implique aussi bien la conscience, les émotions, que la sensibilité, ce que l'animal majoritairement, en tout cas le mammifère et certains invertébrés, sont dotés. La sentience, pour Broom, qui est un chercheur émérite à Cambridge, c'est être sentient, c'est capable d'évaluer des actions des autres, se souvenir, évaluer les risques, ressentir des sentiments et des degrés variables de conscience. Donc c'est souvenir, conscience, émotion, sensibilité. La sentience, c'est tout ça, et c'est toujours dans les textes de loi européens, et ça pose de gros problèmes à la traduction. J'avais déjà fait une conférence sur ce sujet à l'UNESCO. Alors, le 6e point, ce sont des expressions à accepter qui posent de gros problèmes dans les humanités et en particulier dans les sciences du langage, comme l'association pensée et animale. Donc, pensée animale pose problème, intelligence animale pose problème, émotion animale, sentience animale, conscience animale, personne animale, personnalité animale et langage animal. Donc, ce sont des expressions qu'il faut tout à fait intégrer, parce que ne pas les intégrer, c'est nier complètement les travaux des éthologues depuis plus de 50 ans. Hélas, on est pluridisciplinaire que depuis une quinzaine d'années véritablement, et on s'est fermé aux travaux des sciences du vivant, en tout cas dans les humanités, mais il se trouve que ce sont les humanités qui défendent le mieux les causes, que ce soit les causes des femmes, des enfants battus, des homosexuels, et que donc si les humanités ne s'emparent pas de ce sujet, eh bien l'animal en souffrira également, puisque ce sont les gens qui se mobilisent le plus sur les grands débats de société. Donc, 7e, les définitions qui sont à revoir, parce que dans les dictionnaires, j'ai pris l'exemple de l'Internaute, qui est un dictionnaire moyen, mais qui est très consulté, par le grand public en tout cas. L'animal est systématiquement absent des définitions clés de intelligence, donc personne intelligente. Langage, évidemment, je viens de vous expliquer pourquoi il était absent. Sensibilité, caractère d'une personne, caractère d'un instrument de musique, on va parler des personnes, des instruments de musique, voire du langage artificiel, de la sensibilité, de plein de choses, mais pas de l'animal. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas implicitement évoqué, mais il n'est pas explicitement écrit et exprimé. Donc ça ne mange pas de pain d'ajouter animal dans l'affaire. Sensible, l'humain est dans les synonymes, mais pas l'animal. Donc on pourrait mettre animal, humain et non humain. Ce serait vraiment pas prendre plus d'espace, surtout que c'est un dictionnaire en ligne. Les sens, idem, l'animal absent. Les émotions, idem, animal absent. Alors, dans ce contexte, vous voyez que ce qui n'est pas nommé, et là je reprends la grande querelle des nominalistes du Moyen-Âge, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc il faut faire un très gros travail d'invention de lexique pour renommer beaucoup de choses, en particulier tout ce qui est émotion des animaux. Puisque je suis allée faire une conférence au laboratoire d'éthologie de Nanterre dernièrement, qui travaille sur les oiseaux, et ils utilisent pour qualifier les oiseaux chant, vocalise, fréquence vocale, et c'est tout. Alors que pour qualifier les chants des oiseaux, il y en a au moins 6 pages en doc, pour jacasser, pour piailler, pour roucouler, enfin, en fonction des oiseaux, on a énormément de vocabulaire sur les oiseaux. En revanche, sur les autres animaux, on a très peu de vocabulaire, mais ne pas nommer les émotions, ce que ressent l'animal précisément, c'est ne pas faire exister ses émotions. Donc il y a un vrai travail lexicologique à mener, qui n'est absolument pas fait actuellement, mais que mène la Société française de zoosémiotique, et on va donc publier des dictionnaires sur ces questions. Juste un exemple à propos des ronronnements. Vous avez peut-être des chats. Si vous avez des chats, vous savez très bien que le ronronnement, c'est pas toujours la même fonction chez le chat. On n'a que le mot ronronner, mais parfois il manipule, parfois il se rassure parce qu'il a peur sur une table de vétérinaire. Parfois, il a juste un problème, il est malade. Donc en fonction de la création des mots avec les préfixes et les suffixes, on peut augmenter
le lexique des émotions du chat autour du ronron. Alors il y a la ronronnette, on pourrait créer la ronronnette, la ronronnade, la ronronasse, la ronronaille, la ronronnerie. Alors on peut s'amuser à créer des mots, mais mine de rien, derrière ces mots, il y a des situations précises qui décrivent un état, que je peux vous décrire vu que je m'amuse à ça avec quelques étudiants. Donc voilà pourquoi la Société française de zoosémiotique a vu le jour. On travaille donc sur les signes, en zoosémiotique, en sémantique, zoosémantique les sens, en zoolexicologie sur les mots, en zooterminologie pour toutes les langues de spécialité, en zoophonétique pour les sons, les dialectes, l'acoustique parce que les oiseaux ont des dialectes, et puis en zooculture puisqu'il y a la culture, la sémiotique des cultures humaines, mais également la sémiotique des cultures non humaines puisque l'animal peut transmettre des informations d'une génération à l'autre. Donc nous travaillons aussi sur, non pas seulement la terminologie, mais on étudie des animaux pour voir comment ils transmettent des informations. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook si vous le souhaitez. Alors, donc j'en viens donc à l'humanimalisme qui, pour moi, intègre l'animal en tant qu'individu qui a un caractère, qui a une personnalité. Donc, je suis moi en faveur des animaux comme personnes non humaines. Vous savez peut-être que le dauphin en Inde est reconnu personne non humaine dans la législation. Très bien, mais il n'y a pas que le dauphin qui devrait l'être, c'est vrai de beaucoup d'animaux. Et donc, ce sont des êtres sentients, qui ressentent des émotions, qui pensent, qui agissent, qui discutent. Hein. Si vous suivez le compte Twitter de la zoosémiotique, de la Société française de zoosémiotique, vous verrez des échanges intraspécifiques et interspécifiques qui ont été filmés. Et donc, ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents. Et reconnaître l'intelligence animale, c'est aussi faire participer le grand public à une science que j'appelle science collaborative ou science participative. Parce qu'il y a des expériences qui ne peuvent pas se reproduire en laboratoire. Quand vous vivez avec votre animal domestique, il fait des choses avec vous qu'il ne ferait pas dans un laboratoire. Donc ça remet en question toute la méthodologie scientifique. Parce que quand on est avec un chat, on le voit faire des choses qui sont absolument exceptionnelles au quotidien, et il est évident qu'il ne le ferait pas s'il était dans une cage, dans un labo. Donc vous voyez là ce chat qui est en train de regarder la télé, hein, et qui est très intéressé par une émission que vous noterez qui est tout de même assez scientifique. Alors, ce n'est pas de l'anthropomorphisme, parce qu'au bout d'un certain temps, il s'est lassé, sans doute qu'il avait ses raisons. Donc, des individus, des caractères, des personnalités sentientes. Le photographe Tim Flahr a essayé de capter ça en montrant les différentes expressions de ces personnalités chez les primates. Alors vous allez me dire, mais les primates, c'est forcément, ils ont le même génome que nous, on est très proches, c'est normal. Mais c'est vrai aussi pour les chats ou pour d'autres animaux. Et là, vous voyez que ce n'est pas qu'une question d'espèce ou de race de chat, il y a vraiment des caractères bien trempés pour chaque visage. Et ce n'est pas seulement une couleur d'yeux, ce sont des expressions véritablement, avec des caractères derrière, donc ce sont des expressions de personnalité sentiente. Alors, pourquoi c'est important? Parce que justement, ce n'est pas vous qui allez me contredire, c'est important pour le droit. Parce que vous avez sans doute remarqué, mais quand on parle, on travaille sur ce type de colloque, on est invité dans ce type de colloque, les présentateurs introduisent en disant, voilà, alors on a invité des vétérinaires, des biologistes, des juristes, des philosophes, mais les linguistes passent tout le temps à la trappe. Mais au commencement était le verbe. On existe quand même les linguistes. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, je suis un peu seule, mais j'espère bien faire école. Et les mots qu'on utilise, ce sont les linguistes qui travaillent dessus. Et il n'y a personne qui nous cite. On existe justement, on n'existe pas. Alors que les mots, c'est ce qui est présent dans les articles de loi, c'est ce qui pose problème à la traduction d'un point de vue européen et international. Et en 1978, la LFDA avait déjà pensé à la Déclaration universelle des droits de l'animal à l'UNESCO. On n'en parle pas beaucoup de cette déclaration, elle serait à rafraîchir évidemment. D'ailleurs, on est en train de la rafraîchir. Sur Mediapart, vous verrez une déclaration des droits de l'être sentient, où il y a un article sur l'humanimalisme auquel j'ai participé, puisque c'est un mot qui m'est extrêmement cher. Et là, vous voyez, qu'est-ce que l'humanimalisme? C'est quelque chose qui va au-delà de l'humanisme, qui intègre l'animal comme être intelligent avec lequel on peut interagir pour apprendre autant de lui que nous apprenons qu'il apprend de nous. C'est-à-dire que c'est une relation extrêmement respectueuse,
avec l'animal et avec lequel on grandit à ses côtés autant que lui grandit avec nous. Et ce n'est pas des gens qui vont utiliser l'animal comme béquille psychologique. Hein. C'est vraiment des gens qui vont être en interférence, en interaction permanente avec l'animal dans un contexte extrêmement respectueux. Donc voilà pour la Déclaration des droits de l'être sentient, l'article 10 sur l'humanimalisme que vous trouverez sur le blog de Mediapart. Conclusion, zoosémiotique, c'est donc l'étude des signes émis par l'animal en lien avec le travail des biologistes pour beaucoup moins de violence au sein de la société en reconnaissant les travaux des éthologues. C'est la redéfinition du lexique avec la précision de ces polysémies extrêmement ambiguës qui génèrent des associations d'idées malheureuses. C'est l'étude du sens premier du lexique et son évolution dans le temps, parce qu'un mot évolue dans le temps, il y a une linguistique diachronique importante à prendre en compte. Et puis c'est le néologisme, la néologie, avec la terminologie de langue de spécialité qui est à redéfinir et qui me paraît essentielle. Les insultes et proverbes à bannir. Dernièrement, Trump est un chien, un porc, un abruti, c'est ce que Robert De Niro disait de Trump. Bon, il n'avait pas forcément tort, mais il n'était pas obligé d'associer le chien et le porc dans l'affaire. Bref, la traductologie aussi, zootraductologie. Pourquoi? Parce qu'il va falloir traduire tous ces mots, tous ces néologismes pour que les mots étrangers entrent dans les dictionnaires de la même façon qu'on va les faire entrer dans le dictionnaire français. Voilà, je citerai Arthur Schopenhauer, qui a dit beaucoup de choses très sensées, même s'il a utilisé le terme moralité, mais c'était le terme utilisé à l'époque. Une compassion sans borne qui nous unit avec tous les êtres vivants, voilà la plus solide, la plus sûre garant de la moralité, et j'estampille 100% éthique Arthur Schopenhauer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Madame Guillaume, je vous remercie beaucoup. Déjà parce que vous avez respecté le temps de parole et c'est toujours compliqué pour quelqu'un qui organise une table de devoir couper des propos surtout aussi intéressants que les vôtres. Alors je vais juste rebondir sur le fait que vous parliez du verbe et de la non-violence. Et ce que vous savez, ou pas peut-être pour les non-juristes, c'est que le droit, après la violence physique, le verbe, et le droit est justement aussi un des instruments qui est d'évolution d'une société. On a du mal à l'imaginer maintenant parce qu'il y a trop de droits, mais justement c'est instrument, je dirais, substitutif à la violence. À défaut de ne pas résoudre ces difficultés par la violence physique, ni verbale d'ailleurs, mais par le droit. Donc je vais passer la parole maintenant, et bien entendu je ferai attention. Alors je vais tout de suite, si j'avais choisi le mot bête, à une ou deux fois, c'était pour éviter de répéter 20 fois animal. Mais tant pis. J'en tiendrai compte la prochaine fois. Non, sincèrement, je crois qu'on a beaucoup appris tous aujourd'hui sur l'importance des mots. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Dominique Hofbauer, mais je vais d'abord vous introduire. Vous êtes éducateur en éthique animale. Vous avez intégré en 2006 l'association Wellfarm en tant que chargé d'éducation, pour qui vous avez développé une démarche pédagogique autour de la sensibilité des animaux de ferme. Et le site, donc je vais donner votre site, www.animaux-2-ferme.com. J'en profite pour signaler qu'à Paris 13, je crois que nous sommes la seule université peut-être au monde à disposer d'une ferme. Nous nous intéressons aux animaux, nous avons aussi des moutons qui entretiennent nos pelouses sur le site de Vultaneuse. Et d'ailleurs le mouton est le symbole de tous nos goodies, tote bag, mugs et compagnie. Donc vous voyez, nous sommes nous-mêmes sensibles à la sensibilité animale. Et on est très très bien. Donc vous avez rejoint en 2009 l'association Gaia, c'est comme ça qu'on prononce, comme terre. J'imagine que c'est un rapport. En Belgique, vous avez développé la démarche Gaia Kids en lien avec les programmes scolaires des cours de philosophie et de citoyenneté de l'enseignement officiel. Et depuis donc l'année dernière, vous êtes en charge de L214 Éducation, qui est donc la jeune, puis sa date de naissance, branche pédagogique de l'association L214. Vous êtes également, et enfin, si j'ose dire, membre de la rédaction des cahiers antispécistes. Je vous laisse la parole. Donc s'il vous plaît, pour une vingtaine de minutes également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi, je commence par des remerciements. Merci aussi à Mélanie David pour l'invitation et pour toute l'organisation. Merci à vous d'être venus un samedi matin comme ça, c'est peut-être pas évident. Enfin, relativement de bonheur pour discuter donc, de cette question de la non-violence et enfin, cette discussion un peu à l'intersection entre la non-violence et la cause animale. Merci d'avance pour les échanges qu'on aura dans la deuxième partie. Et bon,
L114 oblige, ça sera sans surprise, hein, que moi je vais développer quelques idées autour de la non-violence dans l'assiette. Donc vraiment un aspect très pratique de la non-violence et très quotidien. Je vais le faire sans recourir à des images difficiles, qui sont souvent le genre d'images qui ont fait notre réputation d'association. Je le précise parce que c'est souvent une inquiétude, donc il n'y aura pas d'images trop dures. Et je vais présenter rapidement l'association pour ceux qui ne la connaîtraient pas. L'association L214, donc c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années, qui compte à peu près 30 000 membres et qui s'est spécialisée dans la défense des animaux que nous mangeons. Donc les animaux qui sont utilisés pour la consommation, typiquement les animaux d'élevage. On parlera après des poissons, j'imagine. Et toute l'action de l'association s'articule autour de la reconnaissance dans le droit français. Ça a été évoqué tout à l'heure, des animaux comme des êtres sensibles. Donc le nom de l'association, en fait, c'est le nom de l'article, hein, donc l'article L214-1, qui dit tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Une phrase un peu compliquée pour dire que lorsqu'on est propriétaire d'un animal, lorsqu'on est détenteur d'un animal, et ici il est particulièrement question des éleveurs puisqu'on est dans le code rural, alors on doit leur garantir des conditions qui répondent à leurs besoins physiologiques, qui peuvent être donc différents selon les différentes espèces. Alors cette notion de sensibilité, elle est très importante. C'est vrai qu'on est embêté en français, comme le disait Astrid, avec cette difficulté à traduire en français la notion de sentient being en anglais, donc la sentience, qui n'est pas que la sensibilité, mais qui revêt d'autres aspects, qui est un peu au croisement de la sensibilité et de la conscience. Néanmoins, ce qu'on entend par un être sensible, c'est quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'il s'agit des êtres, des individus qui assurément sont les sujets de leur propre vie, comme nous on est les sujets de la nôtre, de la même façon, mais qui sont aussi les sujets de leurs propres sensations, c'est-à-dire qu'ils ressentent les choses. C'est le système nerveux, enfin les centres nerveux, donc c'est la sensibilité nerveuse, et qui vont, à partir de cette sensibilité nerveuse, donc recevoir des informations par leur sens, mais en faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est un système nerveux central. Il y a le cerveau qui va traiter les informations, qui va accorder aux sensations une valeur donc positive ou négative, et qui va inscrire ces sensations dans tout un réseau de préférences, dans une mémoire, dans une anticipation. Et je poursuis avec alors, j'espère que vous ne m'en voulez pas, en fait, j'ai préparé ça un peu sous forme de quiz. Avec deux questions qui vont s'enchaîner. La première donc, va concerner plutôt les refuges pour animaux, donc type SPA, etc. Et les refuges pour animaux accueillent chaque année en France, vous avez 4 chiffres, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces statistiques, si vous avez une idée un peu du nombre de chats et de chiens qui arrivent en une année dans les refuges français. 95 000. Absolument, et ça, ce serait même une petite année. Hein. Il y a 80 000 animaux abandonnés. Ouais, c'est ça, ouais. On est souvent à plus de 100 000. Vous allez comprendre là où je veux en venir avec la question suivante. Les abattoirs français abattent 3 millions d'animaux chaque jour. Oui, vous avez révisé avant de venir, super. Chaque jour, effectivement. Là, on a 2 décimales en plus et on a une fréquence, hein, évidemment, qui est multipliée par 365. Et je vais vous mettre ça, en fait, sur un graphique où vous vous souvenez des 95 000 chiens et chats abandonnés chaque année en France dans les refuges. Je vous les mets en bleu. Si vous les cherchez, ils sont en bas à droite, hein, une petite bande. Et ce qu'on a en orange, donc, ce sont les 3 millions d'animaux abattus par jour, à peu près 1 milliard en France par an. Et c'est pour vous donner une idée un peu hein, des proportions, et aussi des raisons pour lesquelles nous, chez L214, on a décidé de s'intéresser à ces animaux-là qui sont un peu en tout cas traditionnellement, qui sont un peu les oubliés de la protection animale.
Je vous donne un deuxième graphique dans lequel je vais vous indiquer, donc, par rapport à ces différentes catégories d'animaux, animaux d'élevage, animaux de laboratoire, animaux donc plutôt de compagnie, en refuge, et autres, ce sont les animaux en captivité, donc dans les parcs zoologiques, dans les cirques, la corrida aussi. Et on a en France tout un éventail, tout un panorama d'associations qui sont souvent spécialisées dans ces catégories d'animaux ou dans ces utilisations particulières des animaux. Rien que pour la corrida, par exemple, on en a 3 au moins, je pense, en France. Et comment est-ce que les adhésions des membres, les gens qui sont membres d'une association, comment est-ce que ça se répartit par rapport à ces différentes catégories? Vous allez voir que ça va donner un graphique très différent. Et qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent les associations style 30 millions d'amis, SPA, etc., donc qui s'occupent des animaux de compagnie, des animaux abandonnés, les chats et les chiens, et il y en a besoin, ça on va jamais dire le contraire, il y en a vraiment besoin. Mais vous voyez que le point que je veux souligner, c'est que typiquement, il y a des animaux auxquels on ne pense jamais, qui ne sont pas tellement dans le champ de notre considération. Ce sont les animaux que nous mangeons. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est parce qu'on les mange qu'on évite peut-être de penser à leurs conditions? Voilà, en tout cas, pourquoi ça a été important pour nous de monter une association qui se dévoue, en tout cas qui s'intéresse spécialement à ces animaux-là. Alors, la non-violence vis-à-vis de ces animaux, la non-violence dans l'assiette, elle commence peut-être par ce qu'on évoquait tout à l'heure, par un changement de regard. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui ne sont pas forcément considérés comme forcément les plus malins. On parlait de la bêtise tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une homonymie comme ça hein, entre bête et bête, c'est-à-dire la condition d'être bête et puis la condition d'être une bête, la condition animale en quelque sorte. Et un changement de regard, ça peut passer par exemple, et là j'espère que la vidéo va partir, oui, par des expériences en éthologie. Ceci est tout simple, vous allez vite comprendre ce qui se passe, je pense. La nourriture est cachée sous les copeaux, dans chaque gamelle. Et vous voyez qu'il y a une deuxième information que les poules doivent retenir, qu'elles ont vue à la télévision, c'est la couleur. On met des assiettes jaunes aussi, et elles se dirigent vers les assiettes rouges parce que c'est l'assiette qu'elles ont vue à la télévision. C'est l'apprentissage par l'observation. Ça marche très très bien dans les élevages, par exemple, hein, les élevages de poulets, où vous avez typiquement 70, 80 000 poulets qui arrivent tout petits dans des cagettes et qui vont passer leur vie dans des bâtiments. Et l'éleveur va leur montrer, il y a des sortes de rails où on a les abreuvoirs et il faut que les poules avec le bec soulèvent une petite bille en métal, comme une petite pipette, comme un abreuvoir de hamster ou de lapin, et l'éleveur le montre à quelques oiseaux à quelques poussins qui sont à proximité. Les poussins qui sont à côté voient comment ça fonctionne, les poussins un peu plus loin voient les premiers s'en servir et comprennent comment ça marche, et l'apprentissage se répand à toute la bande. Un deuxième ici. L'université de Massachusetts, j'arrive jamais à le dire. Une expérience en éthologie cognitive mise au point d'abord pour les chimpanzés, et puis ils ont l'idée de faire venir d'autres animaux. Vous avez compris le but de l'exercice, hein. Il doit mettre la boule bleue dans la partie bleue. Quand il réussit, il reçoit une récompense. Très volontaire, hein. Il a vraiment envie de réussir, mais il s'en sort moins bien. Niveau 2 avec des pièges. Watch the screen, you're almost there. Yes. Ok.
Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a des capacités cognitives particulières, on devrait avoir des droits particuliers ou faire l'objet d'une considération particulière, mais juste, comment dire, on part de tellement loin qu'on a besoin sans doute de changer de regard et de considérer ces animaux un petit peu différemment, ou peut-être que, ou en tout cas se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Un petit dernier, là c'est pas tout à fait une expérience véritablement, c'est filmé dans la rue par quelqu'un avec son smartphone, probablement en Inde ou au Pakistan, c'est-à-dire un pays où les vaches sont sacrées dans la religion de la plupart des gens, et donc elles vivent dans la rue, donc elles doivent un peu se débrouiller, un peu comme des rats ou des pigeons. Celle-ci se débrouille pas trop mal. Ici on est dans un élevage laitier, il y a une des vaches dans le troupeau qui est la dominante, vous allez la reconnaître tout de suite, parce que quand on met pas la nourriture devant son emplacement, ça va chauffer. Dans les troupeaux, la chèvre, c'est celle qui mange en premier, hein, donc là, ça n'allait pas du tout. Voilà, tout rentre dans l'ordre. Et alors, la représentation qu'on se fait de ces animaux, alors effectivement, comme disait Astrid Guillaume, elle est énormément formatée par les représentations sociales. Hein. On est dans une sorte de mimétisme de ça, au fil de notre enfance, par le vocabulaire, par les expressions. Elle est aussi formatée probablement par l'industrie, par les publicités. On a un discours sur les animaux d'élevage et sur leurs conditions de vie qui est un discours qui est essentiellement celui auquel on est confronté, surtout en tant que citadin. C'est une réalité qu'on ne connaît qu'à travers les publicités, qu'à travers des discours qui sont promotionnels. Et vous vous souvenez sans doute, hein, ça n'a pas tellement changé. Je regardais des livres pour enfants dans une librairie il n'y a pas longtemps, ça n'a vraiment pas changé. Vous vous souvenez de ça, hein, quand on était petit? Dans les livres pour enfants, le monde de la ferme, c'est typiquement un monde assez merveilleux en fait. Hein. Vous voyez que les animaux ont tout ce qu'il leur faut. Il y a un abri si jamais il pleut, et ils ont beaucoup d'espace, ils sont à l'extérieur. Il fait beau. Ça, dans les livres pour enfants, il fait toujours beau. Les petits sont avec leur maman, vous voyez ce caleton avec sa maman, ce qui est très très rare en élevage, hein. Les petits sont toujours séparés, on a des projets différents pour les uns et les autres. Et puis vous voyez leur expression. C'est la joie. Voilà, ils sont tous très heureux d'être élevés pour les raisons pour lesquelles on les élève. 3 millions par jour, et l'abattoir, ils vont y aller très rapidement. On dit souvent les animaux sont abattus à la fin de leur vie. C'est la fin de leur vie parce qu'on les abat, par définition, mais ils sont abattus au début de leur vie. Je ne sais pas si vous avez une idée pour le poulet, par exemple, qui est ici sur le dos de la vache, 35-40 jours. Voilà. Le cochon, un animal qui pourrait vivre 25 ans, abattu à 6 mois. En gros, c'est la taille adulte. Hein. Une fois qu'ils ont fini la croissance, ça ne sert à rien de les garder. Enfin, ça sert à rien. Ça ne rapporte rien de